Bonjour et bienvenue dans 15 minutes pour parler d'Europe. La France préside le Conseil de l'Union européenne pour 6 mois. À cette occasion, la délégation des barreaux de France et Lefebvre d'Alloz s'associe pour vous proposer ce podcast, dont la vocation est de sensibiliser sur les travaux et les actions conduites dans le domaine de la justice au plan européen. Aujourd'hui, pour nous parler d'Europe, Laurent Petitty reçoit Thierry Chopin. Thierry Chopin, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université catholique de Lille et vous avez présidé très récemment le comité de réflexion et de proposition pour la présidence française de l'Union européenne. Un rapport a d'ailleurs été remis à Clément Beaune, intitulé « Une Europe pour aujourd'hui et demain ». Comment est née l'idée de ce rapport ? Ce rapport est né d'abord d'une volonté, de la volonté du secrétaire d'État chargé des affaires européennes, Clément Beaune, de composer, de constituer donc ce comité de réflexion et de proposition pour la PFUE en complément de la composante politique et de la composante administrative qui habituellement et traditionnellement est en charge de la préparation d'une présidence du Conseil de l'Union. Et donc à côté des canaux, j'allais dire, administratifs, politiques, institutionnels, traditionnels, le secrétaire d'État a souhaité mettre en place un comité de réflexion composé d'universitaires, composé d'experts, venant d'horizons disciplinaires différents. Comité paritaire, point important, à qui il a demandé de travailler en toute indépendance sur des réflexions, des analyses concernant les grandes orientations de cette présidence française du Conseil de l'Union, à savoir les enjeux de relance économique et sociale dans ce contexte de crise sanitaire, d'enjeux de puissance également, puissance au sens des enjeux de souveraineté européenne en matière de sécurité collective, mais aussi en matière de souveraineté technologique, et puis enjeux d'appartenance, c'est-à-dire des enjeux liés aux questions relatives à l'identification des Européens à l'Union européenne. Comment avez-vous organisé vos travaux et quelle a été votre méthodologie ? Nous sommes réunis à partir du moment où le comité de réflexion a été installé officiellement, début mars de l'année dernière. Nous sommes réunis régulièrement une fois par mois, un peu plus en réalité, évidemment, dans les mois qui sont rapprochés du début de la présidence. Et chaque réunion était consacrée à une discussion sur une note thématique qui a été rédigée par 2 ou 3 membres du comité, puisque ce comité était composé d'économistes, d'historiens, de sociologues, géographes, spécialistes de politique étrangère, de politistes également. Et donc, on a essayé de couvrir un maximum d'enjeux, de thématiques. Donc, chaque réunion a porté sur une note thématique déterminée, sous l'effet de la discussion, sous l'effet des commentaires, des suggestions qui ont eu lieu. La note a été reprise, puis adressée d'ailleurs au secrétaire d'État. Donc il a pu suivre au fil de nos travaux le résultat des différentes productions qui ont été présentées. Et puis par ailleurs, à côté de ces réunions avec l'ensemble des membres du comité, nous avons également auditionné plus d'une 50aine de personnes dans une 20aine de pays européens. Et ça, évidemment, ça a été un élément tout à fait enrichissant pour nos travaux. J'ajouterai un 3e élément qui me paraît important de souligner, c'est que dans le cadre de ces travaux, nous avons été également auditionnés de notre côté par les 2 commissions des affaires européennes de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que par la vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui était en charge de la rédaction d'un rapport parlementaire sur cette présidence française. Et évidemment, ces contacts, ces auditions avec les parlementaires ont été très utiles et ont également enrichi nos travaux considérablement. Alors, vous venez de le rappeler, vous avez organisé une 50aine d'auditions de personnalités extérieures. Pourriez-vous nous décrire là où les auditions qui vous ont été les plus déterminantes dans les conclusions de votre rapport ? Alors, il est difficile évidemment de mettre en exergue telle ou telle audition par rapport à telle autre. Je dirais que ce qui est fortement ressorti de l'ensemble de ces auditions, si on veut déceler un certain nombre de convergences fortes et qui ont pu structurer finalement certains des axes de notre rapport, je mettrai l'accent volontiers sur 2 éléments.
Le premier est un élément de contenu, de fond. Il a été assez remarquable de voir à l'issue de ces auditions que finalement la grande thématique parmi les trois grandes thématiques du triptyque de cette PFUE, relance, puissance, appartenance, la thématique qui a reçu, me semble-t-il, le plus d'intérêt, c'est la thématique puissance. Comme si, finalement, au-delà même de notre pays, évidemment, où on sait que les questions de puissance, de géopolitique, de sécurité collective, de défense, de diplomatie sont toujours des sujets qui intéressent beaucoup pour des raisons de culture politique, liées à notre histoire, liées à nos attributs de puissance aussi. C'était très frappant de voir que dans beaucoup de pays européens, il en était de même. Et ce qui nous a conduit à dire, d'ailleurs explicitement dans le rapport, qu'il y avait une demande géopolitique en fait très forte vers laquelle pouvaient converger finalement un grand nombre de pays européens, même si évidemment il reste pour la France à rassurer un certain nombre de nos partenaires qui perçoivent parfois nos demandes, nos idées, nos propositions et préconisations en matière de défense ou de sécurité collective comme un moyen pour affaiblir l'OTAN. Et évidemment, ils ne sont pas prêts à ça. Et donc, il faut faire très attention à la fois porter nos ambitions en lien avec les attentes qui sont celles d'autres pays européens, mais en même temps les rassurer sur la complémentarité entre ce type d'idées et le besoin de préserver évidemment le système de sécurité atlantique. Donc ça, je dirais que c'est la première chose qui a été très marquante dans l'ensemble des auditions que l'on a faites par rapport aux autres thématiques, relance et appartenance. Vraiment un accent mis très fort sur les enjeux de puissance. Par ailleurs, l'autre élément est davantage en fait un élément de méthode ou d'approche. Je veux dire par là que beaucoup des personnes en fait que l'on a pu interroger, auditionner, considèrent et reconnaissent que la France et le président de la République exercent une capacité d'initiative très forte, une capacité de leadership. Et en même temps, ces mêmes interlocuteurs considèrent que la France, par sa position parfois un peu surplombante, peut générer des craintes, peut générer des interrogations, parfois même du ressentiment, peut conduire à des blocages. Et finalement, ce qu'on a ressorti de ces différentes auditions, c'est le besoin en termes d'approche, en termes de méthode, peut-être d'essayer de combiner plus finement, d'articuler, d'équilibrer, de trouver un point d'équilibre entre d'un côté la capacité d'initiative, la capacité et la volonté de leadership politique d'un côté, et de l'autre une forme d'humilité, d'esprit coopératif, peut-être un peu plus fort que ce qu'on peut trouver habituellement, en tout cas du point de vue de l'image que notre pays peut avoir sur la scène européenne, compte tenu de la représentation que beaucoup de nos partenaires peuvent avoir vis-à-vis de cette position française, parfois un peu caricaturée, mais évidemment, parfois, ça correspond aussi à une réalité. Voilà les deux éléments qui me paraissent importants. Alors, votre rapport suggère de multiplier les outils visant à sensibiliser aux avancées et réalisations de l'Union européenne dans la vie quotidienne des citoyens. Comment pensez-vous que cette recommandation pourrait être effectivement mise en œuvre en pratique ? D'abord, effectivement, je pense qu'il est important de souligner que dans ce rapport, évidemment, on s'est attaché à analyser, à faire des propositions sur des enjeux européen, donc à l'échelle européenne, à l'échelle internationale aussi, sur le rôle de l'Union vis-à-vis d'un certain nombre de défis et d'enjeux internationaux. Mais on a inclus, et ça je crois que c'est quelque chose d'assez original, qui est rarement fait dans les affaires européennes, on a inclus en fait une dimension locale, une dimension territoriale beaucoup plus forte que ce qu'on peut trouver habituellement. Et donc, on a essayé de montrer que l'Union européenne pouvait être un niveau d'action, et était d'ores et déjà un niveau d'action pertinent, produisant des effets localement dans la vie quotidienne des gens. Évidemment, on connaît souvent, c'est les exemples que l'on cite, mais les montants, les volumes très importants, les volumes financiers très importants qui sont mobilisés par l'Union européenne pour financer localement, par exemple, évidemment, la politique agricole commune, par exemple aussi des projets visant à réduire les écarts de développement économique entre les régions européennes, ce qu'on appelle les fonds européens, les fonds de cohésion. Donc on connaît tout ça, mais au-delà en fait de l'importance finalement de ces fonds, je crois qu'il est aussi important de donner des exemples très très concrets. C'est ce qu'on a essayé de faire dans le rapport. Le fait que les fonds européens peuvent financer des hôpitaux
Ça a été le cas à Lens, par exemple, récemment. Le fait que ces mêmes fonds européens peuvent être utilisés pour créer des crèches en milieu local. Est-ce que l'on sait que 30 000 logements sociaux ont été ou bien rénovés ou bien créés en 2021 grâce à des fonds européens? Des aides à l'entreprise, à la création d'entreprises, des aides au financement, à la formation pour des personnes sans emploi. Et on pourrait multiplier les exemples. Et effectivement, tout ça existe. C'est-à-dire que l'Europe est un levier d'action concrète et d'action de proximité concrète, mais simplement, il y a une sorte d'invisibilité de ce type d'action, et il nous a paru très important de mettre en évidence un certain nombre d'obstacles qui gênent la mise en lumière, la mise en évidence de ce type d'action, qui relèvent sans aucun doute en fait à la fois d'enjeux d'information et de communication institutionnelle des pouvoirs publics européens, des pouvoirs publics nationaux, mais aussi des pouvoirs publics locaux, territoriaux. Est-ce qu'on sait par exemple que 77% des fonds européens dans notre pays sont gérés par les conseils régionaux? Donc ils ont un rôle à jouer très clairement à cet égard. Et puis il y a un enjeu, je dirais, d'information médiatique. Et là, je pense que la presse quotidienne régionale a aussi un rôle important à jouer à cet égard. Alors, selon vous, quelles seraient les marques d'une présidence française réussie ? C'est une vaste question. Je dirais qu'il y a un premier enjeu. Clairement, c'est que cette présidence française du Conseil de l'Union puisse obtenir et se conclure sur des résultats concrets, tangibles, sur les priorités en fait qui ont été affichées par les autorités françaises avant cette présidence, c'est-à-dire contribuer à réussir la relance et la reprise économique et sociale, c'est-à-dire la mise en œuvre du plan de relance, c'est-à-dire obtenir un accord sur le projet de directive sur les salaires minimaux en Europe, approfondir la souveraineté européenne selon l'expression désormais consacrée en matière de sécurité collective, mais aussi en matière technologique. Et là, on pense évidemment au projet de directive sur les marchés et les services numériques visant à réguler les géants du numérique. C'est peut-être aussi favoriser sur le volet appartenance, pour prendre un exemple sur le troisième grand thème finalement du triptyque de cette PFUE, c'est favoriser l'identification des Français et des Européens en fait à cette Union européenne, peut-être en obtenant des résultats sur des enjeux qui font directement écho aux préférences collectives qui définissent en propre l'identité européenne. On peut penser aux enjeux environnementaux par exemple et au projet de directive sur une taxe carbone aux frontières. Donc je dirais premier enjeu, obtenir des résultats sur tous ces sujets. On voit bien aussi, ça serait un deuxième enjeu de court terme, mais c'est très difficile, que le contexte actuel, il est caractérisé par un certain nombre de crises, n'ayons pas peur des mots, très importantes. Crise évidemment environnementale, mais aussi énergétique avec la montée des prix du gaz. Crise en matière de sécurité collective et notamment avec des tensions géopolitiques très fortes avec la Russie, dans l'affaire ukrainienne, dans le contexte actuel. Et puis évidemment la crise sanitaire qui n'est pas derrière nous et un virus Omicron en fait qui peut avoir des effets très importants. Donc, un des enjeux, je pense aussi, de cette présidence, à son niveau, au niveau qui est le sien et qu'elle doit, et au rôle qu'elle joue, c'est d'essayer de montrer, en fait, de bâtir une réponse qui soit cohérente sur tous ces enjeux-là et montrer l'utilité de l'Union européenne, encore une fois, là aussi, à son niveau, sur l'ensemble de ces enjeux. Et puis, je dirais qu'il y a aussi si on veut évaluer, même en anticipant un peu ce que pourrait être une présidence française du Conseil de l'Union réussie, il y a des enjeux qui ne sont pas uniquement des enjeux de court terme, mais qui relèvent davantage en fait d'un horizon de temps, de moyen long terme. Et ça, je crois que c'est important et c'est très présent en fait dans notre rapport qui ne porte pas uniquement sur ces enjeux de court terme, mais aussi sur une réflexion plus prospective. Et là-dessus, je pense effectivement que si notre pays parvient à enrichir le débat et l'agenda stratégique européen sur un certain nombre d'enjeux très structurants. Encore une fois, montrer que l'Union européenne peut renforcer son rôle d'acteur stratégique qu'elle n'est pas suffisamment aujourd'hui. On le voit en matière de souveraineté technologique. Si on parvient à enrichir et à faire avancer le débat auprès de nos partenaires sur des enjeux aussi fondamentaux que cela à moyen long terme, je crois qu'on pourra dire que cette présidence est réussie. Et puis j'ajouterais peut-être un dernier point qui relève à nouveau en fait de cette échelle territoriale ou locale que j'évoquais tout à l'heure. Je pense qu'une présidence française réussie serait une présidence à l'occasion de laquelle finalement on serait parvenu à rapprocher les citoyens français et les citoyennes françaises de cette Union européenne dans un contexte où l'euroscepticisme est très fort dans notre pays et où la France fait partie la France
France, en tout cas, l'opinion publique française fait partie des opinions publiques parmi les plus critiques vis-à-vis de l'Union européenne. Thierry Chopin, je vous remercie. Merci beaucoup. 15 minutes pour parler d'Europe, c'est fini pour aujourd'hui. Avec ce podcast inédit, nous espérons susciter le réflexe européen. Nous espérons donc vous retrouver, plus nombreux encore, au prochain épisode. À bientôt.